Et si cette fois c'était la bonne? L'éducation est-elle sur la voie de la qualité pour tous? C'est en tout cas la mission de Chakib Ben Moussa, le ministre de l'Éducation, s'est confié à Tel Quel en exclusivité une interview sur la réforme de l'éducation, une réforme qu'il a débutée depuis l'automne dernier. Où en est-on? Quelle est la voie tracée? Et que retenir de son interview? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast Actu de Tel Quel, et ce mardi 5 avril 2022, je vous propose de parler éducation. Il est l'homme par qui le secteur pierre angulaire d'un développement économique durable doit se métamorphoser. Chakib Ben Moussa, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, s'est livré à Tel Quel dans le numéro 991 sur la réforme qu'il engage. Plusieurs points sont à retenir et ça tombe bien, nous allons les passer au scan avec un expert sur la question de l'éducation, Abderrahmane Lalou, expert en éducation et fondateur du Centre international de formation, insertion et perfectionnement des enseignants. Mais avant, résumé des grandes lignes de l'interview en 1 minute. Premier point à retenir, Chakib Ben Moussa est déterminé à faire une réforme inclusive. Il prône une écoute maximale et souhaite co-construire sa réforme avec l'adhésion du plus grand nombre. Deuxième point, la formation des enseignants. Elle va évoluer. Dès le début de son mandat, l'annonce d'exigences supplémentaires et d'un droit de regard sur l'ensemble du parcours scolaire des futurs enseignants avait été annoncée. Cette fois-ci, c'est un stage d'1 année pour chaque futur professeur à l'issue de la licence en sciences de l'éducation qui est annoncée. Troisième annonce, le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée vont connaître des changements dans leur organisation. Des labels du ministère pour les structures de préscolaire vont se multiplier et la création d'un carnet de suivi des compétences sera créée au primaire. Objectif, Chakib Ben Moussa souhaite diminuer d'ici 2026 d'1 tiers le nombre d'élèves qui abandonnent l'école chaque année. Ils sont pour rappel 300 000. Deuxième objectif, améliorer l'apprentissage des élèves en portant à 70% le taux des élèves maîtrisant les compétences fondamentales, un taux situé actuellement à 30%. Enfin, troisième et dernier objectif, faire des écoles un lieu de bien-être, de partage de valeurs et de tolérance pour les enfants. Chakib Ben Moussa va-t-il réussir ses nombreux défis? En tout cas, il se fixe un cap et une date, 2026, soit la fin de son mandat. Bonjour Abderrahmane Lalou. Bonjour Landry et bonjour à vos auditeurs. Votre première réaction à la lecture de cette interview de Chakib Ben Moussa par Tel Quel? Alors ma première réaction à cette interview, c'est que le ministre fait face à un chantier de plus en plus lourd et de plus en plus complexe au fur et à mesure que le temps avance. Mais en même temps, on sent afficher une ambition claire de procéder à la réforme avec méthode et avec rationalité. Abderrahmane Lalou, quelle est la mesure ou l'annonce qui vous a le plus plu et celle qui vous a le moins plu? La mesure la plus positive est celle de la réforme de l'accès au métier d'enseignant, avec des normes qui s'alignent enfin ou se rapprochent au moins des standards internationaux. La moins positive est d'avoir occulté tout un segment du secteur éducatif qui est le secteur privé actuel à son sens large, c'est-à-dire dans toutes ses composantes et toutes ses formes, y compris l'homologation et peut-être même les écoles internationales. Et ce secteur prend en charge près de 1,2 million d'élèves. Ça représente en fait ce que pesait l'école publique il y a 25 ans. Et dans ce segment que l'opinion publique considère comme le plus performant, il y a aussi besoin de réformes. Et oui, pas un mot effectivement sur l'enseignement privé. Comment est-ce possible, Abderrahmane Lalou? Bon, la privatisation des écoles a été effectivement occultée, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs ministères ou mandats de ministres auparavant qui occultent la question parce qu'elle est extrêmement sensible. Bien entendu, là où le bas blesse, c'est que on ne peut pas volontairement généraliser l'éducation payante parce que le pouvoir d'achat est ce qu'il est au Maroc, mais la solution est évidente. La solution, c'est de compenser une partie des frais de scolarité que payent les parents dans ces écoles, ces futures écoles partenariales, par des dégrèvements fiscaux. Mais dans beaucoup de pays, on donne une prime aux parents qui inscrivent leurs enfants dans ces écoles partenariales. Ça soulage énormément le poids pour l'État, ça résout énormément la problématique du recrutement des enseignants, de la gestion sociale des enseignants, voire politique des enseignants, bien entendu sur un petit volume.
mais à comparer un sous-système géré en collaboration ou en partenariat avec l'État avec l'équivalent de places éducatives dans le public, il n'y a pas photo. Ça ne peut que fonctionner beaucoup mieux parce que c'est à taille humaine, parce que les recrutements sont maîtrisés, mais la gestion et le management est maîtrisé, les parents seront satisfaits. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les établissements privés de qualité. Le ministre fait plusieurs annonces concernant la réforme de l'éducation, notamment au niveau des centres régionaux d'éducation et de formation. Il souhaite appliquer un stage d'1 année à l'issue de la licence en sciences de l'éducation et faire en sorte que 80% des futurs enseignants passent par cette licence. Bonne méthodologie, Abderrahmane Lalou ? Oui, ça semble être la bonne méthodologie. En fait, on tient la problématique par le bon bout, semble-t-il. En fait, le stage dont il s'agit est un stage que le lauréat doit faire suite à une année de formation en CRMF et pas suite à la licence directement. Ce que l'on espère, c'est que la formation ne durera pas quelques mois en CRMF comme annoncé par le ministre, parce qu'il y a véritablement besoin d'une bonne année, parce que c'est une année de concrétisation par la pratique de tous les acquis qui ont été faits antérieurement. Et par ailleurs, il a été prévu également des immersions professionnelles dans le cycle de la licence, c'est ce qui a été annoncé par le ministre. L'immersion et le stage sont en fait la meilleure façon de rendre pratique les apprentissages cognitifs des candidats par rapport à leur métier. Mais la clé de l'affaire est que ce parcours soit évalué. Et ça a été annoncé par le ministre, c'est très bien, mais cette évaluation doit porter sur les compétences et pas les connaissances. C'est bien, mais cela va demander des savoir-faire pratiques de la part des encadrants du CRMF, et donc il faut les former. Et puis il y a également la formation continue des enseignants en poste, ça a été annoncé. En cette matière, pour moi, c'est du véritable coaching qu'il faut mettre en place. Beaucoup plus que de l'accompagnement classique qui verse plus vers l'inspection que vers le soutien et le conseil. Et pour cela, il faut augmenter les effectifs des encadrants inspecteurs, je crois tout ça a été prévu, mais la formation continue est fondamentale, mais elle n'est pas partie facile. Dans son interview à tel quel, Chakib Ben Moussa raisonne école à 360 degrés. Le savoir, la transmission des connaissances, oui, et les valeurs. Et justement, au niveau de la formation à la citoyenneté et à la tolérance, le ministre fait mention du modèle des clubs de la citoyenneté, créé déjà il y a 3 ans dans 1200 collèges et lycées. Abderrahmane Lalou, de quoi il s'agit ? Alors, les clubs de citoyenneté, en réponse à votre question, est une initiative qui date de 2014, je crois, et elle est née d'une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et du Conseil national des droits de l'homme. Elle consistait, et elle consiste maintenant, si on la revalorise et si on la réactive plutôt, à favoriser des rencontres entre élèves sous forme de clubs qui soient gérés par eux-mêmes, initiés par eux-mêmes, au sein des établissements scolaires même, aux fins de sensibiliser les élèves au comportement responsable, comportement civique et aux droits de l'homme. Cela avait nécessité des formations des encadrants pour ces activités-là. C'est un bon commencement pour, disons, que de réactiver ces clubs et d'élargir donc leur application. Mais dans le domaine de la pédagogie, l'éducation au comportement responsable n'est pas une affaire de club parallèle qui vient côtoyer l'instruction et l'apprentissage. Mais ce sont des soft skills qui se tissent comme un fil rouge au curriculum lui-même, qui se tissent au programme, qui sont dans les contenus, disons, confiés à l'ensemble des enseignants, en classe et pas dans des clubs, parce que l'apprentissage se fait de façon parallèle sur des connaissances, sur des savoir-faire et sur le savoir-être. Donc vous n'êtes pas en faveur de ces clubs en tant que tels, mais plutôt d'autres modèles. Quel modèle ? Alors il existe un modèle, moi j'estime en la matière, c'est le modèle de l'Organisation du baccalauréat international qui a élaboré le profil de l'apprenant. Et dans ce profil de l'apprenant, aux côtés des hard skills comme avoir un élève instruit, cultivé, investigateur et tout, il y a des soft skills comme l'intégrité, comme l'altérité, l'altruisme. Et il y a des exercices, il y a des recommandations faites aux enseignants, il y a un tissage, comme je l'ai dit, au sein de chacune des disciplines. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Je ne dis pas que les clubs sont pas bons. Si, c'est bon, mais le fait de les rajouter en parallèle va donner le sentiment à l'élève que c'est surérogatoire,
que c'est à côté. De manière globale, dans la réforme de l'éducation, l'ensemble du parcours de l'élève va connaître des changements. Des labels du ministère vont être multipliés pour les structures du préscolaire et la création d'un carnet de suivi des compétences au primaire sera à l'ordre du jour. Abderrahmane Alou, ce sont des gadgets ou de véritables leviers de performance? Alors, les labels ministère de l'Éducation nationale dont vous parlez, il me semble que c'est les labels de la fondation marocaine du préscolaire. C'est une initiative qui a été lancée il y a déjà 5 ou 6 ans dans le préscolaire et à travers laquelle, je crois que ça s'appelait label Tatouir, à travers laquelle la fondation visait, et vise toujours puisque ça continue, l'accompagnement des crèches et des établissements préscolaires. C'est une excellente chose parce qu'aujourd'hui l'accréditation ou la labellisation devient fondamentale pour la qualité. À la bonne heure que ça s'applique également à nos écoles primaires. Par contre, à l'école primaire, on a entendu parler du carnet de suivi des compétences. Ceci est plus qu'une bonne idée. C'est fondamental. C'est un des piliers de l'acquisition des apprentissages. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a découvert l'approche par compétences, c'est-à-dire accorder de l'importance à l'outcome, autant, sinon plus, que l'on apporte à la provision, ce que les Britanniques appellent provision, c'est-à-dire les moyens qu'on met en œuvre. Le fait d'accorder de l'importance aux outcomes va nous pousser à nous intéresser à ce que l'élève a appris ou pas, de façon permanente, de faire cette évaluation de façon permanente, et donc de nous intéresser à son profil. Quel est le profil d'entrée? Quel est le profil de sortie? Et le suivi des compétences, et justement les curseurs sur les différentes intelligences, sur les différentes qualités. Pour l'organisation du baccalauréat international, il y en a 10, déplacer les curseurs, les augmenter au fur et à mesure que la scolarisation se fait, que le déroulement du curriculum se fait, et avoir ça sur un carnet est fondamental. C'est encore une fois une des inspirations du modèle international d'éducation. On ne peut qu'applaudir ce genre d'initiative. La réforme Ben Moussa, et si cette fois-ci c'était la bonne? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.